Dernier jour ouvré du premier mois de l'an 2021 et porte du week-end. Mesdames et messieurs, bonjour à tous de réveil et bienvenue pour ce numéro en ce vendredi où nous partagerons avec vous plein d'informations. Même pour l'heure, nous allons dérouler le conducteur, c'est sûr, mais on a envie de vous faire voir le ciel, comment il est beau et l'atmosphère également, les températures, la météo et puis le flash avec Mr. Friday. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps relativement froid avec une réduction de la visibilité par l'après-midi sèche marquera le temps dans la partie nord, centre et ouest. L'est, le sud forestier et le littoral observeront en début de matinée du brouillard ou de la brume humide qui se dissipera par la suite pour laisser un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Au cours de la matinée, les températures afficheront 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 21 degrés à Bondoukou et Boaké, 22 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 19 degrés à Korogo, 17 à Mans, 16 degrés à Ozéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 à Tabou et enfin 22 degrés à Yamoussoukro. L'insolation combinée à l'humidité favorisera le développement d'orages isolés, parfois accompagnés d'averses de pluie, sur les zones du littoral, du sud forestier et de l'est. Le nord, le centre seront sous l'effet des vents secs de l'Harmattan avec une faible sensation au centre. Au cours de cet après-midi, les températures afficheront 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bondoukou, 35 degrés à Boaké, 34 à Daloa, 35 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 à Korogo, 34 à Mans, 35 degrés pour Odiéné. La ville de San Pedro affichera 32 degrés. Nous aurons 31 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Merci pour votre attention. Les vents secs poussiéreux de l'Harmattan continueront d'intéresser les régions du nord et un peu moins les villes situées au centre de la Côte d'Ivoire. Agréable journée à toutes et à tous. Vendredi 29 janvier 2021, bonjour à tous, il est 6h30 et vous regardez Matin Bonheur. L'ancien président du Conseil économique et social, Marcel Zadikessi, sera inhumé ce vendredi à Yakouli Dabou, son village. Mais avant l'ultime séparation, plusieurs présidents de conseils d'administration, le patronat ivoirien et même des professionnels des structures liées à l'hydraulique et l'électricité venus des pays d'Afrique et même hors du continent lui ont rendu hommage. Un homme de partage, selon plusieurs témoignages recueillis. On regarde le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Marcel Zadikessi, grand serviteur de l'État et figure emblématique nationale. Ancien président du Conseil économique et social, décédé le 13 octobre 2020 des suites d'une longue maladie, l'hommage de la nation lui a été rendu ce jeudi 28 janvier dans l'enceinte de l'institution qu'il a dirigée de mai 2011 à juin 2016. En signe de respect, le président de la République, Alassane Ouattara, et les présidents d'institutions sont venus s'incliner devant sa dépouille. Marcel Zadikessi laisse de lui le souvenir d'un grand manager, un homme de progrès et de développement. Les honneurs militaires, sous la forme d'un défilé militaire, ont été rendus à sa dépouille. En hommage au travailleur acharné qu'il fut de son vivant, sa contribution au développement de son pays et de son terroir, qu'il a vu naître, a été longuement évoquée. De sa vie si riche, il y a tant de choses à retenir et des journées entières ne suffiraient pas à les évoquer toutes. Alors permettez-moi d'en restituer 3 aspects. Entre autres, Zadi l'homme du développement, Zadi l'humaniste, Zadi l'optimiste
l'homme de tous les possibles. Parlant de développement, Zadi Kessi peut être considéré sans aucun doute comme un Prométhée pour ses contemporains, à l'image de ce demi-dieu de la mythologie grecque qui a dérobé le feu aux dieux de l'Olympe pour le donner aux hommes en vue de leur permettre d'assumer pleinement leur destin dans un monde hostile. Marcel Zadi Kessi a ainsi apporté le feu du développement aux siens en œuvrant pour le développement intégral de l'homme africain. Il est possible d'affirmer, sans grand risque de se tromper, que ce sont les défis liés au développement qui ont été le fil conducteur de tout ce qu'il a entrepris au cours de sa riche et passionnante carrière. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le souci du développement dont il est porteur a par ailleurs fait du président Zadi Kessi un passionné de l'homme, un humaniste au sens plein du terme. En effet, il s'est approprié cette maxime qui dit qu'il n'est de richesse que d'homme. En ce sens, il s'est évertué, aussi bien dans sa vie de dirigeant d'entreprise que de leader communautaire, à amener les siens à changer radicalement de mentalité, c'est-à-dire à abandonner les habitudes qui pérennisent la précarité pour aller vers ce qu'il est possible de réaliser pour un changement qualitatif. Le président Zadi Kessi, qui est resté convaincu que le succès reste profondément lié au développement personnel, a ainsi conduit les hommes et les femmes de sa communauté et des entreprises qu'il présidait à puiser en eux-mêmes les ressources idoines pour leur propre épanouissement. À voir l'avis de ses contemporains à Yakoli Dabo, les innovations apportées à la CIE et à la SODECI, l'épanouissement des travailleurs ainsi que des populations rurales, l'on peut conclure que le président Zadi avait un cœur d'or, un cœur qui pense l'avenir pour et avec les autres. Après les honneurs qui lui ont été rendus par la République incarnée par le président de la République et les institutions, la dépouille du grand serviteur de l'État qu'il fut a été remise officiellement par le président de la République à sa famille. Marcel Zadi Kessi sera inhumé à Yakoli Dabouo, son village natal. Vous venez de voir le reportage de Viviane Haïman. Autre chose à présent, le pagne du 8 mars, une journée dédiée à la promotion de la femme, a été présentée à Abidjan. La cérémonie a eu lieu mercredi dernier au cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est un reportage de Michel Mambo. Deux demi-croissants lunaires distincts mais unis. Les motifs du pagne de la GIF 2021. La journée internationale de la femme se prépare et ce 8 mars, l'accent sera mis sur l'égalité homme-femme. Le choix des motifs du pagne de la GIF 2021 n'est donc pas fortuit. Ces motifs harmonieusement répartis symbolisent le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix et l'union malgré la diversité ethnique, religieuse et culturelle. Aussi, pour aller à la GIF, quoi de plus normal pour les femmes de revêtir le beau pagne GIF et se retrouver en uniforme, unis, solidaires, affirmant ainsi leur volonté de combattre aux côtés des hommes la pandémie de la Covid-19 pour que la Côte d'Ivoire poursuive sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, son développement dans la paix et la stabilité. Et comme chaque année, ce sera l'occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, de marquer sa solidarité envers les femmes de toutes les couches sociales. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, n'a pas manqué à cette cérémonie de saluer les actions de la première dame en faveur de l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Thème retenu en Côte d'Ivoire pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Une journée instituée depuis 1977 par l'Assemblée générale des Nations unies. Et voilà, c'est tout pour ce premier point d'information. La suite avec Alix Kokola qui reçoit dans quelques instants Renaud Kevin-Kobia pour la revue de presse. Je vous retrouve à 7 h. Mais tout est si bien dit qu'on a juste envie de vous demander d'envoyer le jingle. Et voilà, notre Renaud est là. Bonjour à vous. Bonjour Alix. On démarre tout de suite avec les législatives du 6 mars. Le PDCI souhaite une union sacrée autour des candidats qu'il a choisis.
Oui, devant la grogne de certains militants et cadres suite au choix des représentants du PDCI, le professeur Nyamke Kofi, secrétaire exécutif par intérim du vieux parti, a déclaré dans une interview que lui a accordé le Nouveau Réveil que les candidats retenus pour porter les couleurs du PDCI sont les meilleurs. Le professeur Nyamke a révélé au cours de cet entretien qu'une tournée de sensibilisation se tiendra bientôt dans toutes les régions du pays. Ce sera du 5 au 14 février pour expliquer aux militants les raisons des choix des candidats du parti pour les législatives. Et des nouvelles du côté du FPI après une période d'accalmie. On nous apprend que la guerre des clans a repris. Oui, c'est ce que nous dit le Patriote qui indique qu'à quelques semaines des législatives, l'heure n'est plus à l'apaisement entre le président du Front populaire ivoirien légal et ceux de la tendance Laurent Gbagbo. À en croire le confrère, Afi N'Guessan n'est pas content de certains agissements des Gbagbo-ouriens, entendez par là les Gors, et pour marquer sa colère, il a adressé une sévère lettre de mise en garde. Justement, M. Afi N'Guessan était au Ghana au nom du chef de l'État pour les obsèques de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Oui, et l'annonce de cette information a suscité des sentiments divers au sein de l'opinion nationale, vu que le président du FPI il n'y a pas longtemps était farouchement opposé au chef de l'État. Le Matin, dans son édition de ce jour, révèle les dessous de la mission d'Afi N'Guessan et indique que ce geste d'apaisement est le début d'une longue série dont l'objectif est de créer les conditions du retour de la paix et de la cohésion sociale. Plus de précisions dans Le Matin. Et autre disparition, c'est celle de Marcel Zadi-Kessi qui sera inhumé demain à Yakoli-Dabouo, son village natal. Oui, avant l'ultime séparation, un hommage national a été rendu à l'ex-président du Conseil économique, social et culturel hier en présence du chef de l'État. Retrouvez tous les détails de cette cérémonie d'hommage à Marcel Zadi-Kessi dans l'expression de ce jour. Et la Covid, scandale au centre de dépistage de la Covid-19 à Port-Bouët, des agents arrêtés et un en fuite. Oui, cette affaire fait suite à celle de l'imprimeur qui délivrait de faux reçus de paiement en ligne pour les voyageurs dont nous parlions hier. Ce sont ses complices au sein du centre de dépistage de Port-Bouët qui l'a dénoncé et qui ont été mis aux arrêts. Ces agents qui avaient mis en place un véritable réseau escroquaient les candidats au voyage qui venaient faire leur test de dépistage en les rabattant sur le cybercafé où leur acolyte délivrait de faux reçus. Plus de précisions dans Soir Info. C'est pathétique. Lutte contre la Covid-19 toujours dans notre pays. La SCAD recommande des solutions ivoiriennes. Tout à fait. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines indique qu'il faut faire confiance aux solutions proposées par les chercheurs ivoiriens dans la lutte contre le coronavirus. Selon la SCAD qui est citée par le quotidien d'Abidjan, les chercheurs ivoiriens ne sont pas soutenus par les autorités nationales alors que depuis le début de la pandémie, ils ont proposé plusieurs produits et solutions qui peuvent aider à apporter une réponse efficiente dans la riposte nationale. Et on prend la route de l'école où 16 000 cas de fraude ont été enregistrés aux examens scolaires à grand tirage en 2020. C'est l'annonce faite récemment par la directrice régionale de l'éducation nationale Abidjan 4 au cours d'un atelier de formation. Selon Mme Gla Salimata Marie-Claire, tout le monde est impliqué dans la fraude, à commencer par les familles, les élèves ou encore les encadreurs. Et pour remédier à cette situation, les acteurs du secteur éducation ont fait des propositions à retrouver dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Gros pragmatisme de sa part. On referme la semaine de la revue de presse avec Biche qui s'intéresse à une catégorie de filles qui n'aiment pas du tout ce qu'on appelle les pointeurs ici en Côte d'Ivoire. Bien, et ces filles, on le voit ici à l'image, si on a l'image maintenant, ce sont celles qui sont sans gêne et qui souvent mettent mal à l'aise les hommes qui draguent leurs copines. On peut observer sur cette image que le monsieur, là, il est en difficulté. Hein. Voilà, il le dit clairement, il va avoir de sérieux problèmes parce que ce n'est pas sûr qu'il ait suffisamment d'argent pour payer toutes les commandes que les amis de celles qu'il courtise sont en train de passer. Il devrait pousser sa réflexion dans sa manière de courtiser. Si on n'est pas intéressé, il ne faut pas insister. Mais à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote qui pourrait être une solution pour les hommes qui se retrouvent... D'accord, partagez pour votre corporation. Je connais quelqu'un qui, une fois, a été confronté à pareille situation. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a réglé son addition et celle de la fille qu'il avait commandée. Monsieur Renaud Pour les autres, il a demandé au serveur de leur donner leur addition. C'est ça votre lumière à partager. Non, c'était une anecdote
qui pourrait être une solution. Non, pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Non, il faut juste être sur le droit chemin et puis c'est tout. Est-ce que le droit chemin aussi ne veut pas que les dames en question ne viennent pas en kikini? Quand on n'est pas intéressé. Bon, on va se retrouver lundi? Pas sûr. Mais bon, je vous souhaite un bon week-end quand même. Allez, bon week-end. Allez, nous, on poursuit cette émission en faisant du sport. Hein. Il faut se dépenser un peu. Aujourd'hui, la coach Astrid, dans son fitness décalé, nous invite à muscler, solidifier nos cuisses. C'est important. Tout à fait, avec grand plaisir à la coach Astrid et ses acolytes à côté hein, qui nous ont incités ici à pouvoir raffermir nos cuisses. On espère que vous vous êtes dépensés parce que ces petits éléments-là, c'est pour vous permettre d'avoir de bonnes ondes, de bonnes énergies. Et pourquoi pas, une fois, nous ramener hein, votre routine matinale parce que déjà, on prend la route pour découvrir celle de ce jour. Bonjour, je suis Alizé Itera, donc jeune femme entrepreneuse vivant à New York, d'origine guyanaise. Je suis la PDG de Alizé La Vie Média et Alizé La Vie Agency, donc deux sociétés spécialisées dans la communication, le marketing et le branding, et le personnel branding. C'est ce que je fais. Mais je suis ici également donc la propriétaire, la fondatrice en fait de Bellavicorp, une société spécialisée dans la finance. Nous aidons donc à trouver des financements, notamment par le biais de partenaires, des investisseurs potentiels, pour des projets exclusivement dédiés à la diaspora, que ce soit l'Afrique ou la Caraïbe. Donc voilà ce que je fais. Et pour finir, je suis aussi journaliste et rédactrice en chef du magazine Alizé La Vie, qui est un magazine multiculturel qui parle de l'art, de la mode, du sport, de la santé. Voilà, donc vous saurez tout me concernant. Donc j'ai une vie, vous comprendrez que ma vie est très très busy. Vivant à New York, une ville qui ne dort jamais, plein d'opportunités, donc vous êtes toujours au top du top, au top de la forme. Donc c'est pour ça que j'ai une routine qui me tient à cœur et que j'essaie de suivre tous les jours en me levant le matin. Alors, comment ça se passe? Le matin, bien sûr, je me lève en faisant une prière, en disant merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que j'ai pu avoir, que j'ai pu accomplir. Merci d'être juste en vie, de me lever le matin, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, ce n'est pas garanti, donc on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc ça commence par la gratitude. Plus vous avez de la gratitude dans votre vie, plus des choses positives arriveront. Je vous assure. Des fois, tout peut paraître noir, mais dès lors que vous sachez dire merci, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises choses, sachez dire merci au Seigneur parce qu'il est au contrôle. Deuxièmement, je commence ma journée avec de la musique, à danser. J'adore danser et ça me donne la pêche et c'est important pour moi de faire des exercices avec de la musique. Donc, pour ça, j'ai tous mes équipements, j'ai ma corde, j'ai aussi mes exercices pour les jambes, voilà, donc je danse à peu près, et je danse, oui, effectivement, pendant moins 30-45 minutes, avec plein de pêche, et je suis là super contente à continuer à danser. Voilà, donc après, bien sûr, vient le moment où je dois me préparer pour travailler. Alors, j'ai deux choix, soit je reste chez moi, puisque bon, sachant que je suis mon propre patron, ou soit je vais au bureau, où il y a mon équipe qui est là, donc qui travaille de toute façon, qui n'a pas forcément besoin de moi pour travailler. Donc, alors, en fonction de mon humeur, en fonction de la charge de travail, donc je décide de ce que je vais faire. Voilà, donc, une fois, bon, allons dire que je reste à la maison, donc une fois que c'est fait, donc je commence tout d'abord à lire, c'est très important, lire des livres d'inspiration, de motivation. Donc actuellement, je lis ce livre, donc de Biba, qui est un livre qui parle de la formule gagnante, comment réussir sa vie. Donc c'est une personne que j'admire pour son parcours et qui est vraiment dans tout ce qui est branding, qui est une expert en la matière. Donc voilà, donc c'est une des personnes qui m'inspire, mais je suis aussi également en train de lire ce livre, Les femmes, le travail et le pouvoir. C'est des choses qui m'inspirent, donc je lis un petit peu, peut-être une vingtaine de pages, parce qu'après j'ai d'autres travail à faire, donc je ne peux pas prendre toute la journée pour lire, voilà. Ensuite, pour finir, je travaille sur mon magazine afin de pouvoir établir la prochaine édition, les rubriques, vérifier avec l'équipe, voilà. Donc ça prend c'est beaucoup de travail, donc c'est en anglais et en français, voilà.
Et bien sûr, après, j'ai toutes les autres activités liées à mes activités dans la finance, donc répondre à mes emails, répondre au téléphone, voilà, donc plein d'activités qui me donnent la pêche, voilà, donc, mais ce qui est important de retenir, c'est que dès lors que je me lève le matin, c'est avec la musique pour me donner la pêche, pour que je sois la plus performante possible. Voilà, donc c'était mon petit quart d'heure d'inspiration. J'espère que je vous aurai donné des envies. Commencez à vous réveiller avec de la musique. Voilà, donc en tout cas, merci. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Merci. Un gros bisou de New York. Bye. Bah, bisous aussi de notre part, de la part de toute l'équipe. C'est une femme très active et dans son déroulé, c'est sûr qu'il y a à manger et à boire. On peut y tirer plein de choses pour s'inspirer aussi, pour pouvoir dynamiser nos matinées. Alors, on va passer à un autre élément qui est très inspirant aussi. Il fait partie l'un des athlètes les plus féconds que la Côte d'Ivoire a pu avoir. C'est un athlète que vous allez découvrir ici ou redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà. C'est M. Kouné Oumar. Il a 68 médailles d'or à son actif. On les découvre dans le grand reportage signé Alain Canon. À lui seul, il comptabilise 83 médailles, toutes compétitions confondues, tant chez les athlètes paralympiques que chez les valides. À 43 ans, Kouné Oumar est un vrai monument du sport avec un palmarès impressionnant. Et lorsqu'il nous ouvre la porte de sa modeste maison dans la commune de Trècheville à Abidjan, nous sommes étonnés par tous les trésors qu'elle renferme. Ben là, oui, je connais Oumar. Voici les différents trophées. Ça, la photo, par exemple, c'est l'arrivée de 800 mètres aux Jeux paralympiques à Atlanta en 1996, où j'ai eu la première médaille d'or. J'ai commencé en 1995, fin d'année 1995, ici même à Abidjan. Si ma mémoire est bonne, même la médaille, même elle est quelque part ici. Ma première médaille au championnat arabo-africain en Égypte. Ouais. Où ces médailles? Oh. Parce que, voilà. Ça, c'était la médaille d'argent au 800 mètres. C'était la première médaille de Kouné Oumar. Là, vous avez la médaille d'or. Voilà, c'est écrit bien. 1996, Atlanta Paralympic Games. Voilà. Là, il y a eu des médailles d'or au 400 et puis au 800 mètres. Et c'est de là c'est lancé. Je suis le plus médaillé avec 61 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Jeux olympiques, championnat du monde, championnat d'Afrique, meeting, coupe du monde d'athlétisme, Jeux africains, tous les sports confondus. J'ai 3 médailles d'or olympiques, 6 médailles d'or au championnat du monde, 3 médailles d'or en coupe du monde d'athlétisme. Plusieurs championnats d'Afrique. Merci à Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'être ce qui je suis. Un parcours cependant difficile car parsemé de frustrations et moult difficultés. Ok, je ferme ma porte. Voilà, il va au stade. Lorsque j'ai commencé l'athlétisme, ce n'était pas facile pour moi parce que j'étais avec les valides. J'ai eu une frustration. Lorsque j'ai commencé l'athlétisme, c'était l'occasion pour montrer à la Côte d'Ivoire qu'on peut être un handicapé faire le sport. Vous voyez, c'était comme un ambassadeur pour personnes handicapées. Jeune retraité, aujourd'hui cette légende, malgré son handicap, parcourt les rues d'Abidjan pour sensibiliser les jeunes sur le bien fondé du sport. Il s'attelle aussi à former des futurs champions. C'est donc avec beaucoup de passion et d'abnégation qu'il forme toutes les catégories d'athlètes. Zié Konaté se souvient de sa rencontre avec l'homme qui allait impacter sa vie. Un mentor qui l'a aidé non seulement à surmonter son handicap, mais qui lui a aussi insufflé la passion de l'athlétisme. Ce monsieur, c'est grâce à lui que moi je suis venu dans l'athlétisme. Depuis l'année 2012, j'étais arrêté devant mon école. Et il m'a vu, il passait, il ne me connaissait même pas. Il m'a interpellé avec mon handicap. Il dit, ah jeune homme, est-ce que ça te dit de courir? Il dit, ben, moi je le voyais un peu bizarre quoi. Voilà, parce que ce n'était pas facile pour moi de voir une autre personne en situation de handicap que moi. J'ai commencé à aimer un peu la chose jusqu'au jour d'aujourd'hui où vraiment j'ai un amour inséparable
l'athlétisme. Il faut dire que ce n'est pas facile. Il faut d'abord accepter ton handicap. Il faut arriver à surmonter l'handicap. De 2, il faut accepter le regard des autres. L'avantage pour nous ici, c'est de travailler avec ces valides. Et ils nous amènent à travailler encore 2 fois plus, voilà, pour pouvoir nous aider à atteindre notre objectif. Kone Ouma a toujours été là pour moi. Mon père m'a dit que après moi, voici ton deuxième coach, voici ton deuxième père. Donc Kone Ouma m'a vu immédiatement comme sa fille. Franchement, c'est une grâce pour moi parce qu'avoir ce coach-là, ce n'est pas permis à tout le monde. Avec ce que j'ai accompli et puis avec ce que je vois dans le futur, je crois que je n'ai pas fait de mauvais choix d'avoir choisi l'athlétisme. Sa détermination, sa constance et son engagement ont déjà commencé à porter des fruits. Ainsi, une nouvelle génération d'athlètes porteuses d'espoir est à portée de main. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi quand il y a beaucoup de handicapés qui viennent, qui s'intéressent à le sport par rapport à avant. Oui, c'est une fierté pour moi, parce que c'était mon combat. Moi, j'entraîne tout le monde, j'entraîne les handicapés, j'entraîne les valides. Pour atteindre les plus hauts sommets, Kone Ouma, comme ses protégés, rêve d'infrastructures de qualité et d'équipements adaptés. Les jeunes gens, là, on a des champions. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui ne sont pas loin des qualifications. Vous voyez, il y en a d'autres qui ne sont pas loin des minima A, continental, au niveau africain. Il y en a d'autres qui ne sont pas loin encore des qualifications pour les Paralympiques. Donc si on a les moyens là, on va faire qualifier plein d'athlètes. Kone Ouma, c'est une fierté pour Treichville, mais Kone Ouma, c'est d'abord une fierté pour la Côte d'Ivoire entière parce que c'est une fierté nationale et que nous devons accompagner avec toutes les infrastructures adéquates afin de pouvoir permettre à ces jeunes de réaliser leurs rêves. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas voir une sommité comme Kone Ouma ne pas s'enorgueillir et ne pas être fier. C'est nous qui devons le célébrer. Le célébrer, c'est aussi le cri de cœur de son voisinage, qui s'étonne des conditions de vie d'un monument pareil. Voir la situation dans laquelle il vit, c'est pas normal. Monsieur Kone Ouma, c'est un homme qui est très gentil et courageux, beaucoup courageux. Depuis plus de 10 ans ensemble, vraiment, il n'y a pas eu de problème avec lui. Et avec le quartier aussi, pareil. Champion, quand tu demandes quelque chose là, il n'est pas mauvais. Si tu demandes quelque chose là, un coup il va te donner. Depuis le matin à 7 h, ils ont commencé à travailler ici. Tout le monde les regarde, son travail me plaît beaucoup. Nous laissons là notre champion au milieu de ses médailles et de ses multiples trophées, enfouis dans ce décor comme un trésor vivant dont le détenteur attend d'être dévoilé et reconnu à juste titre par les siens et sa nation. Tout à fait. C'est un athlète qui mérite tous les égards et qui doit être mis à la lumière et qui vraiment permet à plusieurs générations de pouvoir s'inspirer de son modèle. Il est dans une perspective qui est vraiment très cohérente et parce qu'il pense à la relève déjà. On l'a vu au travers de cet élément. On espère que nous avons fait ici notre petite part pour qu'il soit encore davantage plus célébré car il mérite tous nos égards. Alors, je vous invite maintenant à recevoir le deuxième flash de Abdoulaye Kone. Il est 7 h et c'est le retour de l'information au cœur de Matin Bonheur. Et on démarre avec cette brève. En République démocratique du Congo, nouveau coup de théâtre. Le chef de gouvernement Sylvestre Ilunga va démissionner. C'est ce qu'indique un communiqué lu par son porte-parole hier jeudi. Jusqu'à la mi-journée, ses proches et sa famille politique continuaient de dire qu'ils ne reconnaissaient pas la légalité de la procédure et qu'il resterait donc en fonction. Sylvestre Ilunga faisait face à une motion de défiance déposée contre lui et les membres de son gouvernement par 2 députés qui lui reprochent leur incapacité dans la gestion du pays depuis l'instauration du gouvernement 7 mois après l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Au Liban, des foules en colère se sont rassemblées jeudi devant les résidences à Tripoli de plusieurs personnalités politiques influentes du pays, incendiant des bennes à ordures et brisant des caméras de surveillance au 4e jour de manifestation contre la gestion de la pandémie de coronavirus. Les manifestants ont jeté en fin de journée des cocktails Molotov dans les locaux de la mairie de la ville, provoquant un violent incendie selon l'agence de presse nationale. Ces violences quasi inédites
interrompus depuis lundi ont repris après les obsèques d'un jeune homme, première victime de ces troubles qui ont fait 2 morts et plus de 300 blessés depuis le début de la semaine. Depuis le début du mois de janvier, les professionnels des crèches disposent de masques transparents, des masques permettant aux enfants de mieux voir leur visage. Nous sommes en France, une initiative temporaire pour que leur apprentissage ne soit pas freiné par la Covid-19. Autant d'informations qui passent par la bouche et qui sont indispensables pour l'apprentissage de tout petit. Il s'agit à terme de faciliter la communication avec le tout petit. On écoute ici quelques réactions. Des enfants autour de 2 ans, ils étaient super intéressés justement et intrigués, ils sont venus voir nos visages, donc les retours sont plutôt positifs. Après c'est vrai que les professionnels ont pu transmettre qu'au niveau du confort, il y a un petit peu moins de confort que les masques chirurgicaux, notamment derrière les oreilles, donc c'est vrai que du coup le but c'est de travailler avec les équipes pour qu'ils soient mis à des moments judicieux, qui aient un intérêt pour les enfants. On les attendait en fait, c'est vrai qu'Achille est rentré à la crèche en septembre dernier. Que depuis septembre, il voit ses animatrices avec un masque. Et c'est aussi une génération, puisqu'il a 2 ans et demi, qui va quasiment avoir passé la moitié de sa vie à avoir vu des gens avec des masques. Donc, dans une phase d'apprentissage du langage, de découverte aussi, parce qu'il est rentré finalement tardivement à la crèche. Enfin voir le visage d'adultes, des sourires d'adultes, je pense que c'est très important pour eux. Nous, notre grande préoccupation vis-à-vis des enfants à l'heure actuelle, c'est l'état psychologique des parents et des professionnels de l'enfance. Et ça, c'est un très grand sujet, puisque un enfant ne se développe bien que si les adultes leur donnent une sécurité affective. Donc, en ce moment, oui, on est inquiet, mais pas à propos des masques, à propos de tout ce qu'engendre comme stress la pandémie. Nous sommes en France et nous y restons à Paris. Il fait froid et il fait également beau dans les restaurants toujours fermés au public. Les marmites de vin chaud odorant bouillonnent. Le nouvel apéritif nomade en temps de Covid a du succès auprès des Parisiens. On regarde ce reportage. Lundi de janvier, tout début d'après-midi à la terrasse de ce restaurant parisien. Ici, c'est comme si c'était déjà l'apéro. Il faut dire qu'avec le couvre-feu à 18h, il n'y a plus de temps à perdre. Alors le vin chaud a remplacé le spritz. Ça rappelle encore un peu l'esprit de Noël, on a l'impression d'être encore sur l'aspect joyeux. On essaie de se réjouir avec ce qu'on a en ce moment. Surtout quand on sait qu'on va bientôt avoir le confinement. Bon là, c'est pas des vins de qualité, mais bon, ils mettent des épices, ça donne un peu de tonus. On voit un petit peu de monde, voilà. Les restaurateurs ont d'ailleurs flairé la bonne affaire. Privés d'une bonne partie de leur clientèle avec la fermeture, ils mettent le paquet sur la vente à emporter. Et dans ce registre, le vin chaud trouve parfaitement sa place. Oui, on aimerait en rouge, s'il vous plaît. À cette terrasse du quartier de Saint-Germain-des-Prés, le vin chaud est incontestablement la star des boissons chaudes de l'hiver. Le week-end, on en écoule facilement plusieurs marmites par jour, nettement plus que l'an dernier. De quoi former parfois quelques regroupements illégaux devant les lieux de vente. Alors ce restaurateur s'applique à rappeler le mode d'emploi de la consommation de cet apéritif en temps de Covid. On leur dit, en rigolant, vous prenez la première à droite, puis vous reprenez la première à droite voir Saint-Germain, vous reprenez la rue de Seine en reprenant encore la première à droite, et vous retournez dans la file d'attente pour prendre votre deuxième verre. Donc vous êtes en apéro mobile et pas en apéro sauvage. 17h30 du côté de la butte Montmartre, la proximité du couvre-feu raréfie déjà les passants. Kiki sert ses derniers clients avant de baisser son rideau. Lui aussi a constaté une très forte hausse de la demande en vin chaud, une boisson qu'il a décidé de rebaptiser à sa manière. Il doit y avoir, je crois, un truc dans la cannelle et les clous de girolles, peut-être. Qu'il faudrait penser à faire le vaccin avec. Moi, c'est quand je fais un petit peu de pub, je dis c'est le vaccin anti-Covid. Messieurs, dames, bonsoir. Rentrez chez vous. Je vous invite à rentrer chez vous, s'il vous plaît. 18h, le couvre-feu. 18h, à peine l'heure de l'apéro en temps hors Covid. Mais qu'importe, le vin chaud et son câlin sucré a déjà eu le temps de faire ses effets et d'en faire philosopher certains. C'est marrant, en temps de guerre, on nous dit qu'il faut sacrifier les vies au nom de la liberté. Et là, on dit que c'est une guerre aussi, cette histoire de Covid, et on dit de sacrifier la liberté, de sacrifier notre liberté au nom pour sauver des vies.
Alors, faute de liberté, c'est dans les vapeurs d'alcool et au grand air que certains tentent d'oublier la morosité ambiante. On reste sur le vieux continent, à Anvers, en Belgique. Deux amis promènent une poussette sur une artère très passante à proximité de fils de voiture. À l'intérieur, la petite Claire, une poupée équipée de capteurs pour mesurer la pollution de l'air. Dans une étude publiée ce mois-ci par la revue The Lancet Planetary Health, la métropole d'Anvers s'est retrouvée au deuxième rang derrière Madrid, des villes européennes déplorant la plus forte mortalité liée aux émissions de dioxyde d'azote, le gaz toxique produit par le moteur diesel. Bruxelles, à une cinquantaine de kilomètres de là, est classée 8e selon la même étude. Et on termine avec ces images. Le site archéologique de Pompée, la ville romaine ensevelie par une éruption volcanique il y a presque 2000 ans, a dévoilé lundi de nouveaux trésors. Des trésors découverts au cours des dernières fouilles, parmi lesquels d'intrigantes amulettes. À l'intérieur d'une boîte, les archéologues ont découvert des amulettes, des anneaux, des statuettes et porte-bonheur en ivoire, en bronze, en céramique ou encore en ambre. Comme la plupart des sites culturels italiens, Pompéi est resté fermé ces derniers mois à cause de la Covid-19. Il a rouvert le 18 janvier dernier, mais reste quasiment désert, avec une moyenne de moins de 100 visiteurs par jour contre 8000 en temps normal. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce dernier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Je vous retrouve vendredi prochain avec beaucoup de plaisir. Tout à fait. Et on aura plaisir aussi à vous revoir vendredi. Merci. Nous serons dans le mois de l'amour. Aujourd'hui, on parle de musique et précisément d'un contrat. C'est quoi un contrat de licence exclusive? Monsieur Nabo Delors est bien installé, vous allez le découvrir juste après le jingle. Bonjour Delors. Bonjour Alex. C'est la petite prière, on dirait. Non. Non, mais ça serait de mise aussi, il n'y a pas de problème. J'ai été surpris. Il n'y a pas de problème. Bah alors, ça va, on peut démarrer? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, c'est quoi un contrat de licence exclusive? C'est le sujet, mais déjà la définition. D'accord. Alors, j'aimerais, avec votre permission, pour mieux faire comprendre aux gens de quoi il s'agit, revenir un peu sur des choses que nous avons dites la semaine dernière. Récap, donc. Voilà. En fait, on a dit qu'il se trouve quelqu'un qu'on appelle le producteur d'artistes ou encore appelé producteur phonographique quand on est en face d'un artiste, interprète, chanteur, musicien, etc. Alors, ce monsieur, son rôle, c'est d'investir pour que, premièrement, il y ait un enregistrement en studio et qu'ensuite, cet enregistrement soit commercialisé afin de faire du profit. Ça, c'est la mission du producteur. Mais il se trouve bien souvent que le producteur, une fois qu'il a fini la phase d'enregistrement, il doit maintenant passer à la phase de commercialisation du support. On n'oublie pas que le support lui appartient, l'enregistrement lui appartient, il en est le propriétaire. Et dans cette phase où il doit passer à la commercialisation de l'enregistrement, il est confronté à, premièrement, la production des CD, deuxièmement, la promotion de l'œuvre et troisièmement, la vente en tant que telle à travers la distribution. Il se trouve que le producteur, quand il estime qu'il n'a pas suffisamment de moyens, de ressources en termes de réseau, en termes de technicité, en termes de médias, en termes de management, de marketing et tout ça, quand il estime que ces choses-là lui font défaut et qu'il n'est pas à même de lui-même de donner à l'œuvre l'impact, le rayonnement nécessaire qu'il faut pour qu'il rentabilise au maximum, il fait appel à ce qu'on appelle un éditeur phonographique. Un éditeur phonographique à qui il loue cette compétence, ce droit qui lui appartient de commercialiser. Donc, il lui loue ce droit-là. On dit qu'il lui accorde une licence exclusive pour en réalité mettre en œuvre, j'ai envie de dire, ce droit-là de faire la promotion, le marketing, la distribution et la vente. Donc, c'est une partie des prérogatives du producteur qui est cédée à un éditeur phonographique sur la base de ce qu'on appelle un contrat de licence exclusive. Donc, l'éditeur en question qui signe ce contrat avec le producteur, c'est lui qu'on appelle le licencié. C'est lui qui a la licence
dont on est en train de parler ce matin. Tout à fait. La corrélation ayant été faite, on a envie tout de suite de se demander quels sont les principaux signataires d'un contrat de licence exclusive. Très bien. Ça c'est une question très pertinente. Dans la mesure où il faut comprendre que ce n'est pas l'artiste interprète qui signe le contrat de licence, c'est le producteur. Dans le cas où l'artiste est son propre producteur, il n'y a pas de souci. Mais quand l'artiste a un producteur, il revient au producteur de signer le contrat de licence exclusive avec un licencié, en l'espèce un éditeur phonographique. Au niveau de la notion d'éditeur phonographique, je voudrais faire une distinction avec ce qu'on appelle l'éditeur musical, dont nous avions parlé ici au départ, il y a quelques semaines de cela. L'éditeur musical, son interlocuteur, c'est l'auteur de l'œuvre. Quand nous prenons la chanson Guantanamera, par exemple, la toute première personne à avoir écrit les paroles et la toute première personne à avoir composé la musique de cette œuvre, ces deux personnes-là ont signé avec un éditeur musical. Son rôle à lui est de trouver le maximum possible d'artistes pour interpréter la dite chanson, parce que plus elle est interprétée, plus il bénéficie de droits d'auteur. Par contre, l'éditeur phonographique, son rôle, c'est de vendre l'enregistrement. Dupliquer et de vendre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'enregistrement qu'il vend, le CD. Donc, si la chanson Guantanamera a été interprétée par José en 2021... Vous l'adorez, hein, soit dit. Oui, je l'aime beaucoup. Par José en 2021, l'éditeur phonographique, son rôle sera de vendre le CD de José et non pas l'œuvre Guantanamera en tant que telle qui, elle, est du ressort de l'éditeur musical. Alors, l'éditeur musical est en contrat avec l'auteur quand l'éditeur phonographique est, lui, en contrat avec le producteur d'une œuvre bien précise. Les rôles étant bien définis, on a les signataires de ce contrat de licence exclusive. Quelles sont les clauses que l'on retrouve sur ce contrat? Alors, les clauses dépendent ou du moins découlent tout naturellement de pourquoi les deux parties s'en vont signer. Le producteur, il a l'enregistrement, il a investi dans l'enregistrement, mais ça ne suffit pas, il faut qu'il rentabilise. Imaginez, pour rester toujours sur José, qu'elle fasse une bonne affaire en Côte d'Ivoire où elle est bien implantée, elle est bien célèbre. Maintenant, ses fans commencent à dire... en fait, tu mérites plus que la Côte d'Ivoire. Il faut que tu t'exportes au niveau de l'Afrique, au niveau du monde entier. Alors, son producteur peut avoir un problème parce qu'il se dit, le réseau de la Côte d'Ivoire, je le maîtrise. Mais si elle doit conquérir l'Afrique, si elle doit, par exemple, conquérir l'Europe, je ne connais personne dans les médias en Europe. Je ne connais personne dans le showbiz en Europe. Je ne connais personne dans les arcanes de distribution. Alors, comment est-ce que je fais? C'est en ce moment-là qu'il fait appel justement à l'éditeur phonographique dont on parle et que les deux signent un contrat de licence dans lequel il est bien spécifié que toi, éditeur phonographique, donc licencié, qui détient la licence pour vendre, ton rôle sera d'opérer le marketing, la promotion, bien souvent même la duplication des supports, bien souvent, ce n'est pas obligé, mais ça arrive, la duplication des supports et la vente. Donc, comme toi, tu es reconnu dans le domaine comme quelqu'un qui a l'expertise, tu as le réseautage dans les médias, tu as le réseautage dans la distribution, tu as beaucoup d'argent pour faire imposer l'image de l'artiste vers les nouvelles cibles, on te fait ce contrat-là. Donc, voici les différentes clauses en termes de responsabilité qui seront fixées pour l'une et l'autre des parties. Bien entendu, il faut rentabiliser tout ça. Alors, quand le licencié vend, après avoir fait une grosse promotion, il doit aussi bénéficier de quelque chose. On définit donc un pourcentage sur les ventes pour chacune des deux parties. Avec l'exemple typique que vous venez de nous donner, à quel moment on se dit que les labels internationaux peuvent intervenir? Parce que, bon, on a un autre cas ici, hein, malheureusement, il nous a quittés avec DJ Arafat, qui était vraiment très bien en vue aussi au niveau international. Ces connexions-là se font comment? Très bien. Alors, l'exemple de DJ Arafat est très intéressant. Intéressant dans la mesure où le contrat qu'il a signé avec cette major universelle, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, il n'y en a que 3 dans le monde, donc ce n'est pas vraiment faire de la publicité. Le truc, c'est que ce contrat obscur, on ne le connaît pas.
On ne sait donc pas si c'est juste un contrat de licence exclusive, c'est-à-dire dans le but d'éditer les CD, les promouvoir et les vendre, qui a été cédé à Universal, ou si c'est un contrat à 360 degrés, c'est-à-dire qui prend tous les paramètres de la carrière de l'artiste. Nous l'ignorons. Par contre, pour revenir à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, José a sa propre maison de production. Donc, elle a l'argent pour entrer en studio, pour payer ses musiciens, son arrangeur, faire tout pour que le master sorte, c'est-à-dire le produit final. Mais quand ça finit et que José veut s'imposer en Afrique, sa maison de production que nous connaissons tous, qui est si influente en Côte d'Ivoire, n'a pas nécessairement les leviers pour imposer l'œuvre en question sur le plan africain. Voilà comment est-ce qu'il apparaît important de s'attacher les services d'une major, par exemple, à qui on va confier la licence exclusive, afin que celle-ci, vu qu'elle a beaucoup plus de réseaux, beaucoup plus de force dans les médias, elle intervient dans le lobbying pour commercialiser, pour arriver à imposer. Figurez-vous qu'elle veuille sortir son album aussi au Brésil. Oui. Elle fait comment? Elle ne va pas aller investir beaucoup d'argent pour aller au Brésil où elle ne connaît personne, alors que là-bas, elle peut trouver un éditeur phonographique qui a fait un contrat de licence exclusive. Le gars, il est assis là-bas, il maîtrise tous les rouages au Brésil. On signe le contrat et il se charge de tout le reste au Brésil. Voilà comment ça fonctionne. Mais elle demeure toujours propriétaire de son œuvre en tant que productrice de l'œuvre. Et c'est une industrie qui génère beaucoup d'argent, d'où la clé de répartition doit être bien définie pour les différentes entités. Comment on les définit? Mais c'est justement là, malheureusement, que la plupart des artistes ivoiriens qui commencent à contracter avec ces grosses majors-là se laissent en quelque sorte prendre au piège. La major vient et vous donne 100 millions. Vous n'avez jamais vu 100 millions de votre vie. Vous n'avez jamais espéré que vous puissiez un jour toucher un tel montant. L'œuvre peut valoir plus. Voilà, mais bien sûr. Et après, on fait des contrats qui vont même au-delà de la licence exclusive, c'est-à-dire qui donnent plus de pouvoir à la major que de promouvoir et de vendre le CD. C'est quel genre de contrat, justement, pour éviter le piège? Des sessions? Oui, mais d'autres font des sessions totales, même qu'on appelle les contrats à 360 degrés. C'est-à-dire qu'ils prennent tout, même pour discuter d'un cachet sérieux. Alors qu'initialement, dans le contrat dont nous parlons là maintenant, c'est juste pour promouvoir et vendre le CD, point. Mais d'autres vont aller au-delà. Ils vont donner le droit des images pour les diffusions, pour les clips. C'est-à-dire que quand la major va venir, elle va dire, bon, je réalise tous tes clips, voilà, mais c'est moi qui suis propriétaire de la fixation des images. Vous voyez, ça déjà, on s'en va dans un autre beat qui n'est pas exactement celui qui est concerné par le contrat. La mélodie. Mais quand pour tout ça, on te donne 100 millions ou 150 millions, tu te dis, waouh, tu as fait une grosse affaire. Mais après, tu te rends compte de ne plus posséder quoi que ce soit sur ta propre création. Et c'est en ce moment-là qu'on est biaisé. Donc, justement, comment prendre les précautions avant ce genre de signature? En fait, tout passe dans un premier temps. Je veux dire, la bonne réplique est de dire il faut bien se faire entourer, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi accorder une priorité à la formation. Les artistes doivent être formés. Et formés par qui? On va y revenir juste après la question qu'on a posée ici à nos téléspectateurs. Bon, généralement, c'est entre l'artiste et le producteur, ou bien l'artiste et puis le manager. Et le contrat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On a constaté que dans notre milieu artistique ici, le contrat de licence, comme on dit, le contrat entre deux partenaires, c'est-à-dire entre l'artiste et puis le manager ou soit le producteur, bon, il se trouve que souvent, c'est le manager qui s'en tire en bon compte. Il se sucre plus sur l'artiste même, qui en principe sort perdant dans cette histoire. Quand un artiste doit peut-être aller prester, c'est normal de signer un contrat. Voilà, pour éviter peut-être que l'artiste en question ait autre chose à faire ou qu'il soit absent, un papier qu'il faut signer pour attester que l'artiste est d'accord avec les conditions émises pour un spectacle. C'est un contrat qui peut-être le lie à une maison de production, c'est-à-dire être affilié à une maison de production. C'est-à-dire c'est cette maison qui va s'occuper de tout ce qu'il doit faire comme produit et aussi sa promotion, management, tout et tout. C'est-à-dire une maison qui s'occupe que de lui. L'avantage, c'est peut-être les garanties qu'a l'artiste. Parce que s'il a un contrat avec une maison de production, c'est quelque part une garantie.
Voilà, votre avis nous intéresse et notre consultant va rebondir tout de suite sur les réactions qu'on a pu recueillir ici. Oui, comme on a vu certains dire avec beaucoup d'ignorance, ils ne savent pas, ce n'est pas leur faute. Ils disent que c'est un contrat. En fait, dans le contrat de licence exclusive, l'artiste n'intervient nulle part. C'est un contrat uniquement entre le producteur et le licencié, c'est tout. L'artiste n'intervient nulle part. Maintenant, sauf quand l'artiste est son propre producteur, comme j'ai dit, en ce moment, c'est lui. Mais aucun licencié ne signera avec celui qui a interprété l'œuvre. Il signe toujours avec celui qui est producteur de l'œuvre. Parce que l'œuvre appartient au producteur et non pas à l'artiste. Tout à fait. Et avant de partir pour le micro-trottoir, nous en étions sur l'aspect de la formation. Aujourd'hui, pour prendre le cas typique de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que généralement, on le dit à chaque intervention qu'on a ici sur ce plateau, il manque de la formation à nos artistes. Mais peut-être qu'ils ne le font pas exprès, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément les canaux de formation. Vous qui êtes très imprégné, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Effectivement, il n'y a pas d'interface et c'est ça qui est malheureux. Ce que je puis vous dire, c'est qu'une émission comme celle que nous faisons en ce moment, quand après on voit les feedbacks sur les réseaux sociaux, moi personnellement, je suis surpris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des gens qui étaient dans l'industrie musicale avant que je ne naisse. Il y a des gens qui étaient dans l'industrie musicale quand j'allais à l'école. Mais il y a des choses que je dis ici pour lesquelles ces personnes-là m'appellent pour dire que je ne savais pas ceci ou cela. Merci d'avoir contribué à parfaire ma connaissance. Le gap d'ignorance vient d'où? Mais justement, il n'y a pas d'interface pour enseigner aux gens. C'est pour ça que, non pas dans un esprit d'accusation vis-à-vis du ministère de la Culture, postulat. Je propose que le ministère fasse plus que donner des enveloppes de soutien aux artistes ou payer des salles pour les artistes. Il faut faire plus. Il faut inviter des sachants pour parler aux artistes, pour leur parler de leur univers. L'artiste vient avec son talent. Il ne vient pas nécessairement avec la connaissance qui gouverne l'économie de l'industrie. Il faut faire venir des personnes qui savent de quoi il s'agit pour leur parler, pour leur expliquer. Il faut organiser des séminaires, des conférences. Il faut que ce soit répétitif. Il faut que chaque semaine, chaque mois, les artistes puissent se retrouver quelque part pour écouter des personnes qui savent. Mais ces choses-là ne coûtent rien et le ministère peut les financer. Aujourd'hui, nous avons une plateforme au niveau des acteurs culturels en Côte d'Ivoire qui compte des milliers d'acteurs. Mais quand nous finissons cette émission, les gens prennent la vidéo et ils partagent ça dans toutes ces plateformes. Je me rends compte à quel point ça fait du bien. Mais le problème, c'est que le temps que nous avons ne peut pas suffire à éclairer la lanterne de tout ce monde. Il faut de vrais modules de formation à part entière. Avec une interface, j'ai envie de dire, institutionnalisée. Il faut que le ministère prenne ce problème à bras le corps pour former, parce qu'une économie mal formée, elle sera toujours agonisante. Alors, pour toujours s'accrocher sur notre sujet, à savoir le contrat de licence exclusive, est-ce qu'il y a des inconvénients? C'est vrai qu'on a parlé des avantages, mais est-ce qu'il y a des inconvénients pour les différents signataires? Non, dans la mesure où, comme je le dis toujours, tout contrat est nécessairement de prime abord un accord. C'est-à-dire que chacune des deux parties définit ce qu'elle attend de l'autre. Et une fois qu'on est d'accord là-dessus, on s'engage. Maintenant, le truc, c'est que dans le contrat de licence, il y a beaucoup plus d'avantages que ce qui ne pourrait apparaître comme inconvénient. Le seul truc, c'est qu'il faut choisir un licencié de qualité. Celui à qui on va accorder la licence exclusive, là, il faut que la personne ou l'entité en question soit une entité de qualité. Parce que si elle ne fait rien, si elle n'a pas de pertinence, vous allez vous partager les maigres revenus. Et toi, en tant que producteur, tu sortiras forcément perdant. Parce que c'est toi qui as investi la mise de départ. Elle ne fait qu'utiliser son réseautage pour positionner ton œuvre. Mais toujours est-il qu'il faut veiller à ce que le licencié qu'on choisit soit très pertinent. C'est vrai que ce qu'on fait ici, à chaque fois lors de cette thématique, apporte des informations pertinentes à bon nombre d'entre nous, de l'univers musical. Mais pour vraiment se recentrer sur notre pays en général, est-ce que l'écosystème donne le choix aux différentes entités de pouvoir opérer un bon choix? Oui, ça se complique de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, la principale source de revenus du producteur, qui restait être le support physique, le CD ou les cassettes, cette source-là est en voie de disparition. Les CD ne se vendent plus, les raisons sont connues. Alors,
pourquoi produire un artiste encore de nos jours? Voilà la question qui se pose. C'est pour ça que vous voyez, quand les artistes eux-mêmes chantent, ils disent il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus... Mais c'est vrai, parce qu'on va produire, on va entrer en studio, faire sortir un master. Bon, tout cet argent que j'ai mis, je le rentabilise comment? Parce qu'après, derrière la machine, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une mutation qui s'opère et les paradigmes changent. Les gens sont en train de passer du physique au numérique. Maintenant, on privilégie la vente sur les streamings, etc., etc. Mais bon, encore que, à quel marché faisons-nous face? Quand on est au Nigeria, où on a plus de 200 millions d'habitants, on peut espérer mettre une chanson en streaming et avoir quelque chose là-dessus. Mais en Côte d'Ivoire, où les internautes tournent autour de 2 millions, 3 millions, franchement, qu'est-ce que l'artiste peut gagner en espérant vivre du streaming? Et par rapport à cette alternative aussi, hein, peut-être qu'il pourrait même apparaître un vide juridique. Il faut ajuster encore les textes. Tout à fait, bien sûr. Il y a tout un accompagnement juridique qui doit venir encadrer, voilà, toutes ces choses-là. Mais après, quand l'artiste ne sait rien, comme je dis et j'insiste dessus, il sort toujours perdant. Le chantier, c'est sûr qu'il est vaste, mais il faut commencer déjà par mouiller le ciment. Et puis, c'est clair que les fondations vont porter. Merci infiniment, Monsieur Inabo Delors. Bonjour Hilary. Bonjour Alex, comment on va? Ça va, je vais bien. De retour de Yamoussoukro, on démarre tout de suite. Oui, justement, on démarre avec les Ebony. Alors, Marcel Aka de l'Inter Super Ebony 2021. Marcel Aka a été donc désigné Super Ebony par le jury, présidé par notre consoeur Dominique Mobio-Ezoua. En effet, le week-end dernier, tout le gratin de la presse s'est retrouvé à Yamoussoukro pour désigner le meilleur journaliste de l'année, toutes catégories confondues. Elle s'en sort avec de nombreux lots, dont des terrains et surtout une très belle voiture offerte par un concessionnaire. Chapeau au président de l'UNJC, Jean-Claude Koulibaly, structure organisatrice de l'événement, pour cette parfaite organisation. Marcel Aka, c'est le jour de ton jour, il faut en profiter. Tout à fait. Comme elle a pu le dire hein, lors de ses premières impressions, c'est un travail de longue haleine. Elle a postulé plusieurs fois, mais c'est pas laissé de monter aujourd'hui. Voilà, le travail à payer. Félicitations à cette grande dame de notre univers. Super. Covid-19, Abidjan lance son programme de vaccination contre la pandémie. Après une relative accalmie, la Covid-19, puisque c'est de cela qu'il s'agit, semble renaître de ses cendres, tel le phénix, cet oiseau de la mythologie grecque. En effet, partout dans le monde, on parle de la recrudescence de la pandémie, et dans certains cas même, il est question de la variante de cette maladie-là. Eh bien, pour faire face à tout ceci, Abidjan s'est doté du vaccin et lance son programme de vaccination à partir de mars prochain, a annoncé donc le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Aka Aoulé. Comme on dirait dans la rue abidjanaise, Covid est prête, nous aussi on est prêts. Oui, il faut s'apprêter et puis il faut rester aussi vigilant parce que c'est vrai qu'on aura le vaccin, mais quant à ça, on va dire la distribution sur toute la couverture, c'est autre chose. Donc pour rester vraiment en sécurité, il faut tout simplement respecter les mesures barrières. En effet. Union européenne, donc on continue toujours avec la Covid, les vaccins contre Corona sous perfusion. Le laboratoire AstraZeneca est dans la ligne de mire de l'Union européenne qui le soupçonne de favoritisme envers Londres dans la distribution donc des doses de vaccins qu'il fabrique. Les gouvernements européens sont sous pression. Tout le monde est un peu, comment dire, irritable et émotif. Pascal Soriot, PDG de AstraZeneca, a ainsi tenté le mardi 26 janvier dernier de relativiser les critiques et menaces que plusieurs responsables politiques ont adressées à sa firme. En réponse, Tela Kyriakidou, les noms sont un peu compliqués, hein, commissaire européenne, a martelé. C'est là-bas. Voilà, l'Union européenne veut savoir précisément combien de doses ont été produites jusqu'à présent, où et vers quel pays elles ont été exportées. Fin de citation. Dans cette même veine, l'Union européenne a laissé planer la menace d'imposer un système de contrôle des exportations. En somme, entre l'Union européenne et l'AstraZeneca, c'est comme entre voleurs et policiers, il n'y a pas confiance. C'est clair, il faut franchement qu'il y ait une bonne régulation au niveau de la production, la distribution, hein, parce que c'est une pandémie mondiale. Au-delà du business, il faut penser que c'est le monde entier qui est touché et la santé, c'est primordial. En effet, en effet. Alors, terminons avec l'Ouganda. La justice ordonne la levée de l'assignation à résidence de Bobi Wine. La justice ougandaise a ordonné aux forces armées ougandaises de mettre fin à l'assignation à résidence de Bobi Wine, dont elles encerclent le domicile depuis l'élection présidentielle du 14 janvier dernier.
Il est à noter que la semaine dernière même, l'ambassadrice des États-Unis en Ouganda avait tenté de le voir. Mais elle en avait été empêchée. Donc, un ouf de soulagement, pourrait-on dire. Bobi Wine, qui officiellement a obtenu 35% des voix, est la bête noire du régime du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 35 ans. À Yopouga, on dirait à Bobi Wine de prendre ça déjà comme ça, de gagner du temps. Ça va aller. Dans tous les cas, le poussin qui va devenir coq, ça se voit à sa démarche. Ça, c'est clair. En tout cas, cette histoire n'a pas fini de lui livrer tous ses secrets. C'est sûr que maintenant qu'il est sorti, c'est direction le studio. On va entendre des décibels dans ce pays. Merci à vous, Hilary. On passe tout de suite à Capégique, qui est de ce côté-là. Abidjan va trop vite. Chaque jour, il y a nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure. On allume la flamme. On te donne les nouvelles d'ici et d'ailleurs, en slam. Avant, c'était 6. Après, c'est devenu 8. Bientôt, on passe à 10. Non, mon ami, c'est pas l'auto. Je te parle du nombre de chiffres qui vont composer désormais nos numéros de téléphone. C'est vrai, ça devient long, mais bon, c'est l'évolution qui leur donne. À partir du 31 janvier, ajoute 01, 05 ou 07 selon ton réseau. Sinon, après, si on te bigo, bon, ça sera 0. Tu te demandes, mais comment faire pour mettre à jour ton répertoire? Calme-toi, Asso, il y a des applications pour toi. Alors, tu es prévenu, hein? Moi, j'ai fait ma part. Bientôt Saint-Valentin, si tu négliges à faire là, le numéro de BAE ne passera pas. Les footballeurs ont le ballon d'or, les journalistes ont les ébonies. Les fameux prix qui récompensent les hommes de presse dans chaque catégorie. Le 23 janvier dernier, s'est tenue la cérémonie dans la belle cité de Yamoussoukro, notre capitale économique. La ville était gaie de personnalités pour cette 22e édition. L'UNJCI a tenu le pari, les bosseurs ont été récompensés. 3 prix pour la RTI, Adama Bakayoko, Ami Sissoko, Cheikh Kone. Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 23. Au pays des ébonies, seul le travail est roi. Les gars, marchons en prudence, Yao. Les arnaqueurs sont dans la ville. Tu as beau être star, comment, tu n'es jamais à l'abri. Notre Safarel Obiang, Monsieur Tien, le coup de poing de Jésus, voulait s'acheter une piole. Malheureusement, il a été déçu. 40 bâtons chauds, c'est ce que la dame lui a dit pour le prix de la maison. Premier versement de Safking sur la table, un jeune 10 millions. Mais depuis qu'elle a bombé le jet, le mousseau a Joe en brousse. Même maison en carton, elle n'a pas gay. Voici l'artiste et à ses trousses. Convocation, plainte, direct sur les réseaux sociaux. Et tu finis de transpirer pour avoir ton jet. Il y a des gars qui viennent se jouer les sorciers. Yako, Safking. En défense, il était costaud comme la tour E. Désormais, appelez-le coach Touré. À peine sa carrière de footballeur arrêtée que sur le banc de touche, il s'est retrouvé. Non, c'est pas pour être remplaçant. Maintenant, c'est lui qui sélectionne. Dans son tiroir, depuis peu, un joli diplôme rayonne. Licence UEFA Pro. Le las des sésames pour diriger n'importe quel club. Le premier Africain à goûter à ça, les Anglais diraient « very good job ». Première Ligue, Champions League, Petit Poteau Ligue, allez les gbé pour tout framponner. Vieux Morocolo, je suis sûr que tu as la gomme que Dieu va envoyer pour effacer tous les gourmets que les éléphants nous ont donnés. Alors Abidjan va trop vite, chaque jour il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer? T'inquiète pas, c'est mon boulot. Vendredi matin, bonne heure, on allume la flamme. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. On est en slam toujours avec Capégique qui nous chante ici ces informations-là. Vraiment, depuis la première, il faut savoir que c'est pratiquement dans 2 jours qu'on passe aux 10 chiffres. Ouais, il faut rester très alerte. Les choses ont été tellement bien ficelées. On vous dit à partir du 31, on passe aux 10. C'est ça. 1er février. C'est le mois de l'amour. Tu t'amuses, B et trace. Et puis rapidement, c'est fini. Hein? Tu as doublé alors que tu as juste négligé. Elle est sortie de ton réseau. C'est fini. C'est bien dit ça. Voilà. Alors, franchement, félicitations à Kolo Touré.
Oui. Vraiment belle reconversion. On a tendance à voir ici, après nos pachydermes, on ne sait pas trop comment les localiser, ce qu'ils deviennent après avoir quitté la pelouse. Mais là, c'est sûr qu'il va y rester. Et puis, on espère qu'il va briller au firmament dans cette nouvelle, on va dire, dans ce nouveau corps de métier qui vient de s'arroger. Il va de façon très méthodique, il prend son temps, il n'est pas pressé. Oui. Adjoint à l'Est, et puis tranquillement, il fait ses diplômes, et puis... Ça devra inspirer aussi d'autres pour ne pas rester simplement oisif et rester dans l'imagerie comme ça. Il faut quand même encore voilà, pratiquer et puis mettre toujours son art au service des autres. Merci KPJIC. On se reverra vendredi avec grand plaisir. Nous, on passe maintenant pour Vrai ou Faux. Méliane est là. Bonjour MK. Oui, bonjour Alix. C'est ça. Voilà, Méliane Cuny qui est avec nous ce matin pour la chronique Vrai ou Faux. Alors, on va passer en revue tout ce qui s'est dit sur la toile et puis donner quelques petites astuces. On démarre tout de suite avec le premier élément de la première dame au niveau de la France qui est sans masque, nous dit-on. Pourquoi? C'est grave. On a vu sur les réseaux sociaux une photo de Brigitte Macron aux cheveux d'un petit malade et elle est sans masque. Il faut rappeler que cette photo date du 8 janvier 2020. Donc tout le monde sur les réseaux sociaux s'en est donné à cœur joie. Mais pourquoi? Bon, elle est déjà vieille, elle est malade, qu'elle veut transmettre la maladie. C'est faux. Cette photo date du 8 janvier 2020. Donc la Covid n'était pas encore déclarée en France quand on prenait la photo. Donc il faut laisser un peu la dame tranquille. Elle a déjà son mari à gérer, on n'a qu'à avoir pitié. Bon, et en plus, elle sort même de la maladie. Ouais. Elle est en train de se reprendre tout doucement. Comme on dit, ils ont menti sur elle. Ils ont menti sur elle, c'est comme ça ils sont. Arrêtez de mentir en plus, c'est pas votre camarade. C'est la maman. Tout à fait, qui gère les vrais dossiers. Elle aurait pu être la grand-mère de certains. Bon, voilà, elle gère les vrais dossiers. On va dire ça comme ça. Alors, deuxième, la loi sur le Sénat. Qu'est-ce qui se passe? On a vu circuler déjà des tweets depuis vendredi dernier. Des tweets annonçant j'ai 13 ans, j'ai pas le droit au sexe. Il y a une loi sur le consentement sexuel à partir de 13 ans. Mais en fait, cette loi ne demande pas d'avoir des rapports sexuels à partir de 13 ans ou n'autorise pas les rapports sexuels à partir de 13 ans. Cette loi dit juste qu'à partir de 13 ans, si un enfant est consentant, on peut dire qu'il n'y a pas de viol. Mais entre 13 et 15 ans, si vous avez des rapports avec un enfant, ça peut être considéré comme un viol. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'il faut aller à l'acte sexuel à partir de 13 ans, parce que tout le monde a commencé à faire des tweets sur les réseaux sociaux. À 13 ans, je ne savais pas ce que je faisais. Nos jeunes frères ivoiriens ont commencé, oui, même si on faisait papa et maman, ce n'est pas pour autant. Mais ça ne veut pas dire qu'à 13 ans, on autorise d'avoir des rapports sexuels en France. Non. C'est pas autorisé. Le déterminant, c'est le consentement. Mais en même temps, bon, quand on se situe dans le fait qu'on se dise qu'un enfant, c'est de 0 à 15 ans, bon, ça rentre dans la tranche. C'est ce qui a sûrement fait hérisser les poils de plus un. Alors, on passe à une boisson qui a été vraiment très collée à la Covid-19. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la vidéo, moi j'ai vu. Bon, on a la vidéo, on balance la vidéo déjà pour que tout le monde ait la même information et on revient juste après. Massanger, à vous. Bonjour à tous. Alors, d'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit ça comme ça, il paraît que le Coca-Cola rend le test du Covid positif. On va le vérifier aujourd'hui. Donc, voilà, on va en mettre un peu partout, je pense, parce que voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, on prend du Coca. Normal, j'ai pas pris du 0. Comme ça, j'ai pas pris de risque. On va essayer. On ferme le petit capuchon. Ok, on met 3 petites gouttes. Le capuchon, je sais pas pourquoi il se ferme pas, sûrement c'est avec le gaz. Voilà. On a mis 4, c'est pas grave. On va nettoyer tout ça. Et on va attendre. Le résultat du test. Pour comprendre est-ce que le test devient positif ou pas. S'il devient positif, c'est fou. C'est fou. Comme je dis, je serais peut-être obligé de déclarer à la Sécu que Monsieur Coca-Cola est positif. On va voir. Alors, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer, c'est que je vois un petit trait. Le test va être positif. C'est un truc de malade. C'est des tests, voilà, hein, c'est le test A à Z, c'est l'un des plus fiables.
C'est pas... Voilà. Numéro de référence du test. La date de péremption et le test. Voilà. Le test au coca est positif au Covid. On va attendre quand même pour être sûr. Incroyable. Incroyable. Donc bon, bah, si vous buvez du coca, vous attrapez le corona, quoi. Comment on doit définir ça? C'est fou. Voilà, c'est positif. Donc vous voyez, vous avez un test. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute, quoi. Des fois, on voit un petit trait tout fin. On se dit, on doit prendre une loupe, on appelle des collègues pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Là, il n'y a rien à savoir. Ça, même un aveugle, il voit que c'est positif. Donc, ben voilà le test. Je sais pas quoi vous dire. Je sais vraiment pas quoi vous dire. Alors, on vient de finir la diffusion de cette vidéo. Comment expliquer cela? Déjà, il faut dire que le test a été fait avec la boisson, mais il n'y a pas eu le solvant. C'est-à-dire? L'acidité dans la boisson gazeuse a justifié que le test est positif. Oui. Mais il n'a pas mis le solvant avant de faire le test. D'accord. Et justement, pour mieux expliquer, on regarde la seconde vidéo. Très bien, on y va. La même personne en plus. C'était parti sur un principe de rigolade entre copains, et là c'est parti dans le monde entier. Le test au coca, bien sûr, ça a été mis dans le coca direct, on n'a pas mis le solvant, donc le test n'est pas... Bien sûr, si on ne met pas le solvant, n'importe quel produit acide donnera un test positif. Donc voilà, il n'y a aucun problème avec le coca, aucun problème avec les tests. Seulement, voilà, de quelque chose entre copains, c'est parti une fois sur Facebook. Bon, voilà, on a eu la réponse, mais en même temps, ça laisse dubitatif. Hein. Parce que si c'est une blague, il faut bien inscrire en haut de la vidéo que c'était une blague, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà, ça nous a trouvé ici. Et en fait, ils ne savaient même pas que ça allait prendre de l'ampleur. Ah non, si c'est diffusé sur la toile, à un moment, il faut arrêter, quoi. Donc, pour expliquer à tous ceux qui suivent, c'est juste que dans le coca, on a de l'acide. Ouais. Donc, c'est l'acide qui a rendu positif le test. Mais ils n'ont pas mis le solvant qui détermine si c'est le virus qui est présent, voilà, pour déterminer s'il y a présence de virus ou pas. Ils ne l'ont pas fait, ils ont juste utilisé. Donc, peu importe l'acide qu'on va utiliser sur un test pareil, c'est clair que ça va nous mettre les deux traits. Donc, c'était ça le truc. N'ayez pas peur, en fait. Là, oui, il ne faut pas avoir peur, mais il faut surtout être responsable parce que cette pandémie-là, elle fait trop de dégâts pour qu'on puisse jouer avec voilà, les sensibilités et puis l'information sur la pandémie. Merci, Méliane. Merci, Alix. Je ne vous libère pas. Hein. Ah, vraiment. Parce qu'on reçoit maintenant notre chef Oro et puis je suis sûre que ça va vous faire plaisir. C'est le petit-déj. La sprinteuse Méliane Cuny qui se retrouve maintenant à ma droite. Et à ma gauche, c'est le chef Oro qu'on a. Bonjour, chef. Bonjour, Alix. Bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la proposition? Aujourd'hui, on a un poké. Oui. On a un poké chicken srabé. Oui. Et on a un moelleux au chocolat. On a envie de dire c'est, mais bon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le poké chicken srabé, d'abord, le poké, c'est un plat originaire d'Hawaï. D'accord. OK. C'est une salade composée. Voilà. Ici, nous, on fait une déclinaison avec des produits locaux. Très bien. Voilà. Et le produit local qu'on va utiliser ici, c'est les feuilles d'aromanyerin, comme on le dit. Ah, amanyerin. Voilà, amanyerin. D'accord. Oh, mais... Voilà, l'oxymum qui est son nom scientifique. OK. Voilà, donc c'est avec cette feuille qu'on va faire notre poké. Le poké d'aujourd'hui, il est composé de concombre, d'avocat et des oignons frits, des beignets d'oignons, voilà, et de la mangue et du poulet. Très bien. D'où vient le nom chicken poké srabé.
Très bien. En tout cas, c'est une belle composition, une belle proposition qui sera dégustée dans quelques instants par notre invitée qui fait son entrée maintenant, mademoiselle Kwasi Anne Priska. Elle est étudiante en journalisme dans quelques années, pourquoi pas, et vous présentera cette émission, on l'espère. Hein, il faut pouvoir voilà, assurer la relève. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Bienvenue. Oh, c'est Alix. C'est Alix, ne vous inquiétez pas. Chers collègues, pourquoi pas dans quelques instants. Vous allez bien? Oui, très bien, vous? Ça va, ça va. Grâce à Dieu, ça va. Alors, ce matin, vous êtes notre heureuse dégustatrice hein, de notre plat du jour. Comment vous faites chaque jour pour être aussi assidu à Matin Bonheur? Parce que c'est ce qui vous a valu d'être là. Oui, bah, faut dire que chaque matin, lorsque je me réveille, je suis déjà l'émission. Voilà, je suis l'émission tout le matin. C'est un rituel pour vous? Oui. Fidèle téléspectatrice, et nous, on apprécie. Alors, on va passer encore au chef Oro. Hein, vous allez déguster, c'est votre plat. Vous allez partager avec Méliane, parce que oui, il faut partager, c'est très important. On a ce poké de chicken scrabé, mais à côté, on a aussi une belle présentation. Qu'est-ce que c'est? C'est un moelleux au chocolat. D'accord. Voilà. C'est un gâteau au chocolat qui a été fait avec un peu de courgette. Voilà, un soupçon de courgette qu'on ne va pas ressentir dedans. D'accord. Et qu'est-ce que cela apporte? Parce que c'est juste un soupçon. OK. Le soupçon de courgette va donner une autre saveur au chocolat. Le mélange de la courgette et du chocolat donne une autre saveur. Et vous allez, au moment de la dégustation, vous saurez. D'accord. Mais on ne va pas attendre. Hein. On va apporter le plat à mademoiselle Kwasi Anne Priska qui va déguster et puis nous donner ses impressions. Voilà, voilà. Le plat arrive. Voilà. Et puis, bon, il y a 2 cuillères, il y en a une petite. Ça, c'est pour le Scrabble. Mais on va utiliser. Méliane, oui. Tu peux faire ce que tu as fait tout à l'heure. Derrière moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, mais vas-y. Je dois courir encore, c'est ça? Pas forcément, mais Massanger, merci. Ça, c'est pro. Oh, Massanger, tu es merveilleuse. Donc, goûtez-nous tout ça, mesdames, et puis donnez-nous vos impressions. Moi, je mime, hein, j'ai rien dans la bouche, je mime seulement, parce que c'est communicatif. C'est bon, hein? Alors, mademoiselle Kwasi, vos impressions sur ce beau mélange? Délicieux, vraiment délicieux. D'accord. Méliane? C'est bon. Ouais. Et qu'est-ce qui revient en bouche généralement? Comme il a dit, on n'arrive pas à sentir véritablement la courgette. Oui. La courgette, mais c'est un bon mélange en fait. C'est un bon mélange. Donc c'est... D'accord. On a quelques feuilles typiques de chez nous pour pouvoir aromatiser. En tout cas, c'est une belle présentation, une bonne composition parce qu'on ne se dit pas forcément qu'on peut utiliser cette feuille-là. Généralement, on nous met dans les narines ou dans les yeux. Merci infiniment d'être passé sur le plateau. On va vous laisser déguster votre plat et puis vous inciter toujours à suivre Matin Bonheur car nous sommes là encore pour un bon petit moment. Merci à Chef Oro pour toutes ces belles propositions qui ravissent bien sûr les palais de tous ceux qui les partagent. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie pour terminer ce mois de janvier. On se retrouvera lundi, Dieu voulant, avec ma moitié pour commencer le mois de l'amour. Bye bye et excellent week-end.